À tous, bonjour, jeune padawan. Vous asseoir, vous pouvez. Nous continuons notre cours sur la guerre de 1870 et ses conséquences en France, ses conséquences sociales et politiques. Et je vous avais dit qu'aujourd'hui, nous reprenions le grand 1 avec le petit 2. Voilà le petit 2, négociations versaillaises et résistance parisienne. Nous sommes donc à Paris. À Paris, les ateliers d'armement, les usines sont fermées, c'est la guerre. Les Parisiens n'ont plus de revenus et ils vivent grâce principalement à la solde des gardes nationaux. La solde des gardes nationaux, c'est 30 centimes par jour, avec un supplément s'ils ont une femme et des enfants. C'est peu. L'extrême gauche appelle donc à remplacer le gouvernement de l'État par la commune. Qu'est-ce que la commune, politiquement ? Je vous rappelle que Paris n'était alors pas une ville comme les autres en France. C'est toujours pas le cas d'ailleurs. Elle était sous un régime administratif spécial. Il n'y avait pas de municipalité qui était jugée trop dangereuse par les gouvernements. Haussmann était préfet de Paris et pas maire, je vous rappelle. Il y avait donc des maires d'arrondissement, mais pas de maire de la ville de Paris. Il y avait un préfet qui était nommé par le pouvoir. Le 22 janvier, nous sommes en hiver, c'est le temps de la neige, des bonhommes de neige, etc. C'est le jour de la proclamation du Reich allemand à Versailles. Les extrémistes essayent de prendre l'hôtel de ville, les extrémistes de gauche, mais sont peu nombreux et en fait pas très soutenus par la population, ils échouent. Ils se voulaient héritiers de la commune insurrectionnelle de Paris, d'où le nom commune, du 10 août 1792 qui avait renversé la monarchie. Mais pour le moment, c'est un échec. Le 2 février ont lieu des élections législatives et les conservateurs l'emportent largement grâce au vote rural. L'opposition se marque entre les villes et les campagnes. Les villes vont être beaucoup plus facilement républicaines et les campagnes généralement beaucoup plus conservatrices. Les conservateurs sont vus comme le parti de la paix retrouvé et c'est un retour en force de la vieille noblesse qui n'avait pas été aussi présente dans les institutions depuis des décennies. Le 13 février, l'Assemblée nationale se réunit à Bordeaux. On ne va pas pouvoir se réunir à Paris et on évite la région parisienne et même la proximité toute simple avec l'ennemi. Donc on se réunit à Bordeaux. Il y a 638 députés, environ 500 députés royalistes. Et le reste sont des républicains avec quelques extrémistes. Parmi ces républicains députés de Paris, on va retrouver Louis Blanc, Victor Hugo, Léon Gambetta et même Giuseppe Garibaldi, qui n'est pourtant pas français, mais il est quand même élu. Les royalistes sont divisés sur le candidat à placer sur le trône du royaume à restaurer, puisque c'est le principal point de leur programme, restaurer enfin la monarchie, après le malheureux épisode de 1848, la Deuxième République et l'Empire. Ils sont divisés puisqu'on a les orléanistes qui sont donc pour la famille d'Orléans et puis les légitimistes qui veulent rétablir sur le trône un descendant direct des Bourbons de Louis XV, à savoir celui qu'on va appeler le comte de Chambord. Pour ce qui est des députés, un autre député évidemment va se démarquer dans notre récit, c'est évidemment Adolphe Thiers. Il est élu dans 26 départements puisque vous savez qu'à l'époque, un homme peut être élu dans plusieurs départements à la fois. Et dans ce cas-là, il choisit le département auquel il se rattache, et les autres départements vont revoter pour un nouveau député. Il est nommé chef de l'exécutif le 17 février. On ne parle pas de président pour un État qui attend de restaurer la monarchie, évidemment. Thiers doit signer la paix et pacifier Paris. Il cède Metz à l'Allemagne, qui reste surveiller Paris en contrepartie. Thiers veut une république thiériste, c'est-à-dire conservatrice, solide. Pourquoi ce brave Thiers est-il républicain alors qu'il a servi une monarchie libérale dans les années 1830 ? En fait, il considère que le suffrage universel donne plus d'autorité au chef de l'État et au gouvernement face à d'éventuelles contestations. On va dire, vous avez élu vos gouvernants, pourquoi vous les contestez ? La République permet également à la bourgeoisie de mieux contrôler l'économie du pays en se faisant élire. Ce sont clairement des notables qui sont élus, jamais des ouvriers ou des paysans qui siègent à l'Assemblée nationale, vous vous doutez bien. L'Assemblée, quant à elle, veut une monarchie. Elle nomme donc Thiers chef de l'exécutif pour le charger de régler la situation de Paris et de la paix dans la défaite.
Il est chargé en fait de la sale besogne, dont on épargne le futur roi qui doit venir. Le 26 février, nous continuons et nous arrivons vers la fin de l'hiver. C'est la fin de la convention d'armistice, normalement le 26 février. Les Allemands auront, à partir de cette date-là, le droit de reprendre les hostilités s'il n'y a toujours pas de traité de paix. Donc, 2 jours avant, le 24, les Parisiens se préparent à être envahis. Finalement, un traité de paix préliminaire va être signé et les Allemands obtiennent plusieurs choses. Ils obtiennent d'entrer dans Paris, de défiler sur les Champs-Élysées et d'occuper la partie est de Paris le 1er mars. Ça, c'est une concession qui est faite par le gouvernement français. En contrepartie, le gouvernement obtient que Belfort reste en France, mais pas l'Alsace et la Lorraine. Quand ils entrent, et ça c'est un événement qui a marqué les mémoires, quand les Allemands entrent à Paris le 1er mars pour défiler triomphalement sur les Champs-Élysées, toute la population se confine et ferme les volets, et finalement les Allemands entrent dans une ville fantôme, ce n'est pas vraiment une entrée triomphale. Au mois de mars, l'Assemblée nationale veut faire un coup de force sur Paris révolutionnaire. Thiers nomme Jules Favre et Jules Simon dans son ministère, et des nobles royalistes sont nommés partout comme ambassadeurs dans les pays voisins. C'est très mal vu évidemment par la population parisienne qui sent bien que les royalistes reprennent le contrôle des institutions. Ensuite, les députés décident d'installer l'Assemblée nationale à Versailles et pas à Paris, dont ils craignent la tendance révolutionnaire. C'est un symbole fort du retour à la monarchie. Le pouvoir est à Versailles, vous vous rappelez, comme du temps de Louis XIV. Ils mettent fin au moratoire sur les loyers de Paris qui avait été décidé. Un moratoire, c'est quand on bloque une mesure. Donc on avait fait un moratoire sur les loyers, c'est-à-dire qu'on avait dit à la population de Paris, vous avez le droit de ne plus payer vos loyers pendant un petit moment, puisque vous n'avez plus de revenus. Ils mettent fin à ce moratoire, les députés, alors que la population n'a plus d'argent. Petit 3, la Commune de Paris, entre le 28 mars et le 26 mai 1871. Ce petit 3 va être décomposé en plusieurs sous-parties. Grand A, première sous-partie, la tentative d'une nouvelle forme de gouvernement. Plusieurs dates, encore une fois. Le 15 mars, on élit et on met en place un comité central pour la garde nationale. La garde nationale elle-même fait cela. En gros, les gardes nationaux se fédèrent, ils décident de choisir eux-mêmes leur chef, et en fait, l'idée c'est que le petit peuple s'unit pour se défendre, tandis que l'Assemblée nationale, qui négocie avec l'ennemi, est royaliste. Et donc, sur ces gardes nationaux, 215 bataillons parisiens sur 240 vont refuser le général qui leur est nommé par le gouvernement, et ils vont appeler quelqu'un d'autre pour être leur général, le potentiel général Garibaldi. Vous vous rappelez de Garibaldi, le révolutionnaire italien. Garibaldi, du fait qu'il soit italien, va leur dire non, c'est pas trop possible, donc il va refuser. Mais vous voyez que ces gardes nationaux, en majorité, vont appeler un révolutionnaire italien pour finalement les diriger et mener une potentielle révolution à Paris. Je dis la majorité des gardes nationaux, ce n'est pas l'intégralité des gardes nationaux. Tout le monde n'est pas d'accord à l'intérieur. Ce comité de la garde nationale, il va être composé principalement de bourgeois, d'artisans, de petits travailleurs, bref, une composition populaire, mais pas prolétaire. Ce sont des partisans d'une démocratie directe, mais pas anarchiste. Le comité décide de maintenir d'1 mois le moratoire sur les loyers. Il interdit au mont-de-piété de revendre les objets mis en gage et il rétablit la vie publique, la poste, les écoles, etc. Qu'est-ce que c'était le mont-de-piété? Je vous ai parlé du mont-de-piété à l'instant. Le mont-de-piété, c'était, et ça existe encore, c'est une institution dans laquelle on peut déposer des objets qui nous appartiennent si on n'a plus d'argent. Et on les dépose en gage et cette institution va nous reverser une somme d'argent bien inférieure à la valeur de l'objet, pour nous permettre de vivre provisoirement. Et une fois qu'on a à nouveau de l'argent, on peut aller racheter nos objets au mont-de-piété. Sauf que, dépassé un délai, le mont-de-piété a parfaitement le droit de revendre votre objet au prix normal. Donc, le comité interdit au mont-de-piété de Paris de revendre les objets qui ont été déposés en gage, puisqu'il considère que ce n'est pas juste
la population est dans une situation particulière en ce moment, il faut prendre des mesures particulières. Nous-mêmes, en ce début d'année 2020, on se rend compte qu'on est dans une situation particulière et donc on vit sous une législation un petit peu particulière aussi. Donc c'est un peu sous la même idée que le comité central de la garde nationale va interdire au mont-de-piété de revendre les objets déposés en gage. En plus de ça, le comité central de la garde nationale exige 3 choses. Premièrement, que l'Assemblée nationale confirme l'institution de la République comme régime politique et qu'on ne passe pas à autre chose. Donc le comité central de la garde nationale refuse qu'éventuellement on glisse vers la monarchie, alors que l'Assemblée nationale est monarchiste elle-même. Deuxième chose, que la garde nationale soit autonome pour choisir son chef. Et troisième chose, elle exige le paiement des gardes et qu'ils ne soient pas désarmés, pas de force en tout cas. Les Allemands menacent d'agir eux-mêmes si le gouvernement ne met pas fin à la situation. Donc il y a une pression sur le gouvernement. Le 17 mars, le gouvernement nomme le général Valentin à la préfecture de police de Paris. Les Parisiens y voient la préparation d'un coup d'État, puisque le général Valentin, évidemment, il est nommé par le gouvernement, donc il est aux ordres du gouvernement. On a donc peur d'un coup d'État contre la République, mais ce n'est pas le cas, puisque dans ce cas-là, Thiers risquerait de s'aliéner les députés républicains, et il risquerait de faire tomber la République en même temps que la Commune. Il perdrait donc le pouvoir. C'est pas vraiment donc l'objectif de Thiers, si vous voulez. Il faut cependant régler la situation de Paris. Les milieux d'affaires veulent relancer l'économie et ils ne peuvent pas le faire sans Paris. Ils veulent en outre éviter une république jacobine et communiste. C'est les termes à employer à l'époque, c'est-à-dire ultra-révolutionnaire. Un jacobin, c'est aujourd'hui et à l'époque, c'est quelqu'un qui est très révolutionnaire. C'est l'emprunt d'un terme de l'époque de la Révolution. Il faut restaurer la situation à Paris, puisqu'évidemment, Paris, c'est un peu, non seulement le cœur politique, symbolique, touristique, si vous voulez, aussi, de la France, mais en l'occurrence, c'est aussi le cœur économique. Donc, on doit relancer Paris, donc on doit calmer la population qui veut se révolter. En outre, l'Assemblée doit s'installer à Versailles le 20 mars. Thiers veut agir avant cette date sur Paris pour s'imposer triomphalement avant l'arrivée des députés. Il veut reprendre le contrôle de Paris rapidement et sans effusion de sang. Il réunit les chefs militaires dans la nuit du 16 au 17 mars pour les avertir, mais il faut trouver un prétexte pour intervenir. C'est ce qu'on va appeler l'épisode des canons de Montmartre. Qu'est-ce que c'était ? À Montmartre, on avait quand les Allemands sont arrivés, la population avait enlevé tous les canons qui pouvaient éventuellement être pris par l'ennemi et les avait disposés sur la plus haute colline de Paris, la colline de Montmartre, de façon à ce que les Allemands ne prennent pas les canons. Et de fait, les Allemands ne les avaient pas pris et ne s'y étaient pas spécialement intéressés. Les canons, en plus, n'étaient pas chargés et ils étaient en fait inutilisables. Mais Adolphe Thiers va utiliser ces canons comme prétexte en disant, en quelque sorte, ces canons, ils peuvent être dirigés contre Paris, contre les troupes du gouvernement, donc il faut les récupérer. Le 18 mars, le gouvernement lance le 88e régiment de ligne et la garde nationale va s'opposer, un garde national meurt, il n'y a qu'un seul mort, mais ça provoque une insurrection. L'armée refuse de tirer sur la population quand on lui en donne l'ordre. Thiers est contraint de s'enfuir de Paris et ordonne que toutes les autorités, services publics inclus quand on parle d'autorité, il ordonne que ces autorités se replient sur Versailles. Jules Ferry va qualifier cet épisode de formidable échec. La garde nationale se mobilise pour défendre la République. Thiers craint plus que jamais la prise de pouvoir des Rouges. Les Rouges, c'est ce qui qualifie ce terme, les révolutionnaires à l'époque. Vous savez, c'est lié à la couleur rouge de la Révolution. L'après-midi, sans ordre du comité central, des gardes nationaux massacrent les généraux Lecomte et Thomas, lequel avait été nommé chef de la garde nationale par le gouvernement, et en fait qui voulait la dissoudre. Ce massacre a lieu rue des Rosiers à Paris. Donc on est toujours au 18 mars. Le comité central de la commune ordonne d'établir des barricades pour bloquer le retour des soldats, et il promet des élections pour se faire remplacer le 22 mars. Le 21 mars,
27 journaux parisiens de droite protestent contre les élections prévues par la commune le lendemain. Le 22, environ 2000 gardes nationaux des arrondissements bourgeois manifestent et scandent « Vive l'ordre !» Et il y a des morts pendant cette manifestation. Mais en tout cas, cela nous apprend que, vous voyez, je vous ai dit que les gardes nationaux n'étaient pas unanimes. Effectivement, quand vous allez dans des quartiers plus bourgeois, plus riches, et ben les gardes nationaux vont être beaucoup moins favorables à la révolution. Les élections sont reportées au 26 dans un climat qui semble à ce moment-là apaisé, mais il y a, le jour des élections, 52% d'abstention, et ces élections doivent permettre de pourvoir 90 sièges pour la commune de Paris. Voilà ce qui est de la mise en place de la commune. Dans la prochaine vidéo, la commune elle-même nous allons étudier. D'ici là, une bonne journée je vous souhaite, et à bientôt, je vous dis au revoir.